Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans l'émission Comme toujours. Vous le savez, comme toujours, c'est une émission consacrée au patrimoine vivant, au savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un ciment révolutionnaire, un ciment décarboné et une entreprise au fabuleux destin, l'entreprise Hoffman Green Cement Technology, située à Bournezeau. Nous recevons son président, Julien Blanchard. Laisse béton. Laisse béton, comme le chante Renaud, laisse béton, laisse tomber le béton carboné, se loger, se déplacer, apprendre, se soigner. Et oui, le béton est présent partout dans nos vies. S'il est un des matériaux les plus consommés au monde, il compte aussi parmi les plus gros émetteurs de CO2. Si hier c'était le temps de l'abondance où la planète faisait festin sur ses nappes phréatiques, où l'essence, les robinets d'eau, de gaz et autres ressources naturelles coulaient à flot, si hier c'était le temps où l'on croyait les réserves inépuisables, aujourd'hui il y a urgence, la maison brûle, comme dirait l'autre. C'est cette extrême urgence environnementale qui a conduit l'entreprise Hoffman à innover et à donner naissance à un ciment révolutionnaire, sans cuisson, sans clinker, réduisant ainsi par 5 les émissions de carbone par rapport à un ciment traditionnel. Cette formidable aventure humaine prouve s'il en est, qu'on peut conjuguer économie et écologie et mettre l'humain au cœur de la démarche. Car l'histoire de cette entreprise, c'est avant tout une histoire d'hommes et de femmes, mais plus particulièrement l'association professionnelle de 2 hommes, Julien Blanchard et David Hoffman. Comment ce duo est né ? Alors l'histoire ne le dit pas, mais dans cette émission, comme nous aimons révéler l'histoire vraie de vrai, à peine beaucoup inventé, nous pouvons dire en toute certitude que tout a commencé sur les bancs de l'école, quand ces 2 jeunes enfants jouaient dans le flashback à sable émouvant. Toute ressemblance avec des rêves de gosse ne serait que pure coïncidence. Tous 2 aimaient déjà construire des pâtés de maison, étudier la composition du sable, jouer les chimistes et les entrepreneurs, mener des expériences. Très vite, ces 2 petits poussés à l'esprit argile ont semé sur leur chemin des petits cailloux ou autres pierres qui ne manquaient pas d'étudier. Des pierres de toutes sortes, pas de pierres de bitume ou de ballast un peu concassées, non. De la pierre précieuse aventurine, tourmaline, de la pierre silicate et délicate, de la pierre précieuse pour faire carrière. Onyx, soit qui mal y pense, et tous 2 ont fait carrière à cœur ouvert, une belle carrière bétonnée de succès. L'un chimiste, l'autre entrepreneur. Alors, depuis la cour de l'école, mieux qu'un duo, ils forment une association indissociable qui fait tronc commun pour avancer et innover. Ainsi, ils y mettent leurs 2 cœurs à l'ouvrage, mettent les bouchées quadruples, ont des idées en 4 temps et 6 mouvements. Alors pas étonnant que le succès soit décuplé et que l'histoire de cette entreprise si rapide. 5 ans pour passer d'un garage à une entreprise industrielle cotée en bourse. Quel succès! Eh bien justement, trêve de plaisanterie. En quoi repose le succès de cette entreprise ? Quel en est le concept ? Comment produit-on du ciment décarboné ? Quels sont les projets ? Eh bien, autant de questions que nous allons poser à notre invité, Julien Blanchard. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Alors, avant de commencer notre entretien, permettez-moi de vous présenter 2 chroniqueurs. Alors, ils sont le ciment, je dirais même la pierre angulaire de cette émission. Les 2 font la pierre, les 2 Jean-Pierre, précieux. Jean-Pierre Pouvreau, Jean-Pierre Bertrand, bonjour. Bonjour. Il y a Jean-Pierre Pouvreau, je me tourne vers vous, j'ai l'impression qu'on va manger des sardines. Ah, normalement, on est en plein dans la saison. C'est les premières sardines, c'est les sardines de printemps de Saint-Ville, Croix-de-Vie, la meilleure du monde. En toute objectivité. La meilleure du monde. Et en toute objectivité, bien sûr, voilà. Ma modestie dû en souffrir, peut-être. Ouais. Peut-être, bon, mais allez. Non, on parlera de la sardine, parce que c'est vraiment il faut en profiter, elle est là tout le printemps, tout l'automne, mais la première est très très bonne, elle a son taux de graisse qui est pas arrivé à maturité, on peut la manger, la déguster crue, cuite, on peut en faire un repas. Et je crois que ça a même beaucoup de vertus. Alors ça a tendance à combattre le mauvais cholestérol, ça veut dire que si on arrive à manger de la sardine 3 fois par semaine, le mauvais cholestérol disparaît pour être remplacé par le bon. Et j'ai mon docteur qui a fait une étude là-dessus, il a fait un mémoire, il a eu 16/20, et il met des patients au régime sardine, et au bout d'1 mois, il retrouve un taux de cholestérol normal. Fabuleux. Voilà. Donc n'hésitez pas à manger de la sardine
à l'huile de tournesol, voire fraîche, comme ça. Eh bien, on verra. On en saura plus dans un instant. Jean-Pierre Bertrand, le ciment, la construction, il y a des archives Ah oui. Ah. Oui. Disons qu'il y a des archives. C'est vrai que le ciment existe depuis la préhistoire, pas tout à fait, mais enfin, en tout cas, à l'Antiquité, on construisait en cimentant les morceaux, les moellons, etc. Bon, on va aller moins loin. On va rester simplement dans les années 50 où le ciment est une révolution dans le monde rural. Et le chic, dans les années 50, c'est d'enlever, enfin pas de l'enlever, mais de limer l'ancienne terre battue pour faire un sol en ciment. Ouais. Voilà. On va avoir ce témoignage. D'accord. Et puis l'autre, c'est une archive c'est un coup de cœur. Hein. Je me suis dit, tiens, on va rappeler quand même que le Sacré Béton, il est là depuis un petit moment, et on verra un film sur la construction du barrage de Mervan, où le béton coule à flot. Coule à flot, ouais. D'accord. Et on est en quelle année, la construction du barrage ? Alors, en 55. 55, d'accord, on verra ça. Ciment, béton, c'est pareil. Alors justement, alors là, ça c'est une bonne question. Simon, bonne question. Il faut faire la distinction entre le liant, qui est le ciment, et le béton, qui est un peu le produit fini, en fait, qui est le mélange du ciment et des granulats. D'accord. Et de l'eau. Voilà, d'accord. Donc c'est vrai qu'il y a souvent la confusion, je dirais, entre le ciment et le béton. Donc nous produisons chez Hoffmann Green du ciment. Et ce ciment sert à faire du béton dans une centrale à béton, par exemple, voilà, pour ensuite que ce béton soit utilisé sur le chantier. Ouais. Quand Jean-Pierre disait que il y a très longtemps, on est resté sur les mêmes techniques. Alors, le ciment, en fait, en soi se produit de la même façon qu'il y a 200 ans. Il a fêté ses 200 ans il n'y a pas très longtemps. Voilà, et on produit le ciment Portland, le ciment traditionnel, de la même façon. Voilà, depuis 200 ans, en fait, on extrait du calcaire dans une carrière. On cuit à très haute température ce calcaire, 1450 degrés durant 18 heures. On le broie et on obtient ensuite du clinker. Et ce clinker, en fait, est ensuite représenté par cette poudre grise qu'on appelle le ciment Portland. Voilà. Et depuis 200 ans, ça n'a pas bougé. Depuis 200 ans, en fait, on produit de la même façon ce ciment, et c'est lors de cette cuisson, si vous voulez, qu'on génère énormément d'émissions de CO2, de par la cuisson, mais aussi de par la décarbonisation de la pierre calcaire. Et nous, en fait, chez Hoffmann, si vous voulez, on a mis au point un nouveau procédé de fabrication du ciment, sans cuisson et surtout sans utiliser de ressources naturelles. Donc on n'a pas besoin de carrière de calcaire. On utilise des coproduits issus de l'industrie. Donc ce sont des déchets issus de l'industrie. Donc des laitiers de hauts fourneaux, des argiles, des sulfogypses, des gypses, des phosphogypses, pour en faire ensuite des nouveaux ciments à froid, dans un processus à froid. On vient activer, si vous voulez, ces coproduits avec le cœur même de nos technologies qui ont été brevetées et qui sont aussi le fruit du travail de David Hoffmann, mon associé. C'est ça, alors c'était un peu fantaisiste la présentation, mais c'est vraiment ça, c'est l'association. Ça, en fait, c'est l'association, si vous voulez, d'un scientifique et d'un chimiste qui est David, voilà, avec moi-même qui est plus en fait sur la partie développement. Et la société a été créée en fait en 2015, donc c'est récent. C'est assez récent finalement. David avait démarré lui déjà ses premiers travaux scientifiques chez lui dans son garage depuis 2010-2011. Il m'a rencontré en fait à Chailly-sous-les-Ormeaux. Là où on a encore en fait chez Argilus, là où on a encore nos principaux bureaux en fait avec David, et l'aventure en fait a démarré comme ça. Donc en 2014, fin 2014, début 2015, création de la société Hoffmann, et puis ensuite les choses se sont enchaînées. Enchaînées, c'est le cas de dire. Voilà, donc assez rapidement finalement, entre la création, les premières reconnaissances 2016, 2017. Le lancement de la construction de l'unité pilote en 2017, inauguration fin 2018, l'introduction en bourse de la société sur Euronext Growth fin 2019,
avec une très très belle levée de fonds, environ 75 millions d'euros, pour financer en fait notre... Ce qui est rare. Enfin, alors ce qui était à l'époque encore la plus grosse introduction en bourse sur Euronext Growth depuis la création de ce marché en 2005. Donc très belle introduction et cette introduction nous sert aujourd'hui à nous déployer industriellement en construisant en fait cette seconde unité de production donc à Bournezeau. On a coulé comme je vous l'ai dit tout à l'heure en fait les fondations hier. C'est ça, on va voir la tour surgir. Et l'élévation de la tour va démarrer d'ici fin mai, début juin. On va surveiller ça. Voilà. D'accord. Et donc c'est cette association et qu'est-ce qui a été le déclencheur de se dire, est-ce que quand je vous entends parler de la fabrication traditionnelle de ciment qui émet beaucoup de CO2, ça a été un point sur lequel il y avait une urgence pour vous à travailler autrement? Alors, on en parlait très très peu en fait en 2015. On parlait beaucoup moins déjà du climat, c'est vrai, du CO2 en règle générale. Et c'est vrai quand nous on a présenté avec David nos premiers produits, en expliquant qu'on avait un ciment décarboné. C'est vrai qu'il y avait pas trop d'écho, si vous voulez, à l'époque. Mais on a vu, si vous voulez, on a tout de suite compris l'intérêt de cette innovation, avec aussi l'utilisation de coproduits issus de l'industrie, non plus de ressources naturelles. Et finalement, c'est vrai qu'il y a eu un alignement des planètes assez extraordinaire depuis 2016-2017, avec aussi, si vous voulez, toutes ces questions environnementales qui sont vraiment arrivées au niveau de l'actualité en règle générale depuis maintenant 2 ans. Et ça parle à tout le monde quand on parle maintenant d'émissions de CO2, de ciment décarboné. Et on répond également aux attentes de tous les acteurs de la construction qui ont une véritable attente pour décarboner l'industrie de la construction. Voilà. Et du coup, là, les projets à venir, on est sur. Donc, vous parliez de Bournezeau avec la tour. Il y a le fait d'être coté en bourse, ça veut dire quoi? Ça veut dire. Alors, ça a été une grosse étape pour la société, d'être coté en fait sur Euronext Growth en novembre 2019. Ça nous a permis donc de lever des fonds. Ces fonds aujourd'hui vont être utilisés en fait pour nous déployer industriellement. Une plus grande production. C'est ça, pour augmenter la capacité de production. Aujourd'hui, on a une capacité de production de 50 000 tonnes. On souhaite passer à 550 000 tonnes à horizon 2025. Ça, c'est l'objectif en fait de la société pour couvrir environ 3% de part de marché du ciment français. Parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, le marché du ciment français, c'est 18 millions de tonnes consommées par an. On a, nous, un objectif chez Hoffmann d'atteindre 550 000 tonnes à horizon 2025, donc environ 3% de part de marché. Mais à l'échelle mondiale, le ciment, c'est 4,6 milliards de tonnes consommées chaque année, donc environ 150 tonnes par seconde. Voilà. Donc il y a un marché, si vous voulez, extrêmement important. Voilà. Et donc, c'est vraiment le moment, si vous voulez, le bon moment pour apporter des innovations de rupture dans cette industrie cimentière qui n'a que peu évolué depuis 200 ans. Et est-ce que Hoffmann fait des petits? Est-ce qu'il y a une concurrence qui s'établit, des gens qui recherchent? Alors je dirais les tickets d'entrée sont aussi très élevés dans cette industrie. C'est une industrie très capitalistique qui nécessite beaucoup de capitaux. Donc ça limite quand même les initiatives. Maintenant, oui, il y a aussi d'autres entreprises et d'autres acteurs qui cherchent des solutions pour décarboner les ciments. On a pris une vraie longueur d'avance d'un point de vue technologique et d'un point de vue industriel. On va essayer maintenant de conserver cette longueur d'avance dans les prochains mois et prochaines années. Mais oui, il y a une émulation, si vous voulez, autour de cette industrie qui est en train de se passer là, à l'heure actuelle. Très bien. Je vais poser une question. Oui, allez-y, Jean-Pierre. On parlait du ciment de siècle, mais il y a aussi un ciment fait à partir de la chaux vive. Oui, alors vous avez la chaux qui est encore utilisée aujourd'hui, qui est faite à partir de calcaire, mais cuit à moins haute température que le ciment traditionnel. Le ciment traditionnel, c'est 1450 degrés. La chaux est cuite aux alentours des 6 à 700 degrés. Donc c'est pas exactement le même processus de production. Mais aujourd'hui sur le marché, les maçons par exemple ont le choix entre de la chaux qui va plus être utilisée en rénovation et du ciment traditionnel plus pour la construction neuve. Ça répond à votre question. Oui, parce que toutes ces, en gros, quasiment toutes
toutes les maisons de Vendée, anciennes en tout cas, sont toutes maçonnées avec un ciment de chaux. Toutes les maisons anciennes en Vendée, comme dans d'autres départements, les départements limitrophes, sont faites en pierre et en chaux, voire aussi en argile. Oui, en argile. Donc, en liant, il ne faut pas oublier que la Roche-sur-Yon a été bâtie en argile. Mais c'est vrai que la chaux, si vous voulez, a pris le relais dans les années 1900. Et ensuite, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le ciment Portland est arrivé vraiment en France à partir des années 40-50. Je vous propose qu'on marque une petite pause, on va passer à table avec Jean-Pierre Pouvreau. C'est la sardine. C'est la sardine. On ne chantera pas la chanson de la sardine, tout le monde la connaît. Voilà. Bon, alors, la sardine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, il faut savoir quand même que la vie des marins de Saint-Gilles-Croix-de-Vie au début du siècle dépendait pratiquement de la saison de la pêche à la sardine. Il y avait une multitude de petits bateaux qui pêchaient la sardine et c'était pratiquement une pêche unique. C'était que des pêcheurs de sardines, si bien qu'en dehors de la saison de la sardine, les marins allaient faire des petits boulots chez les cultivateurs. Ils se mettaient à disposition comme journaliers. Voilà. Et pour vous donner un exemple, l'argent de la récolte de la sardine pendant toute la saison de pêche servait à payer le pain de l'année. Ça veut dire qu'ils marquaient le pain dans les boulangeries avec un système de coche. Ils ne payaient pas le pain. Parce qu'ils n'avaient pas des petits moyens. Et quand la saison de la pêche et de la sardine est arrivée, ils arrivaient à régler la coche de pain et en remettre une autre pour l'année suivante. Voilà. Alors donc la pêche, elle se passe de avril à octobre. Donc ils allaient au petit matin, souvent, et puis ils voyaient quand l'eau frétillait dans un endroit, on dit tiens, là-bas, au-delà de la sardine. Donc ils y allaient, ils étaient des embarcations de 2 ou 3 marins, pas plus, voilà, à bord du canot, et alors donc ils appâtaient avec de la rogue. Alors la rogue, c'est un mélange de saumuré, de tourteaux d'arachide et morue. Voilà, farine de tourteaux d'arachide. Donc ils appâtaient la sardine, ce qui avait le don de parfumer la sardine. Alors à l'heure actuelle, la sardine est pêchée au pélagique, en profondeur. Il y a une petite différence. La tradition a perdu un petit peu en qualité, mais la sardine est toujours bonne. Et donc, il ramenait la sardine quand elle était pêchée au filet droit. Il lançait le filet droit, il la remontait à bord, il la remontait à bord du canot, et il la secouait pour que la sardine tombe dans le fond du bateau. Il les mettait en caisse, et quand le bateau était chargé, il fallait rentrer vite au port, parce qu'il y avait une multitude de bateaux, et les premiers arrivés au port vendaient la sardine plus cher que les autres. Ah oui. Alors évidemment, donc les premiers arrivés avaient un petit avantage quand même. C'était les plus chanceux. Et alors donc, ils vendaient la sardine aux poissonnières, qui étaient là, des marchands ambulantes, aux poissonneries. Et ce qui n'était pas vendu au bout d'un petit moment allait dans les conserveries de sardines. Il y en avait une trentaine ou une quarantaine. Et là, les conserveries, il y avait la trompe qui retentissait. Et tout le monde allait mettre la sardine en boîte à Saint-Gilles, au Sable-d'Olonne et ailleurs. Bon, voilà. Alors, tout ça pour dire que maintenant, la pêche est différente. Maintenant, ils pêchent au chalut. Donc, la pêche au chalut, c'est à 2 bateaux. Et donc, ils pêchent en charrue, si on veut. Et alors, le chalut est réglable en profondeur. Et donc, ils arrivent à savoir où est la sardine. Et donc, il y a 2 fois moins de bateaux et 2 fois plus de pêche. Mais bon, le poisson est toujours aussi bon. Et n'hésitez pas de profiter de la sardine de printemps de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Alors, nous, on en mange beaucoup cru. Voilà, cru, c'est très très bon. On l'a fait mariner avec un petit peu de... Moi, je fais souvent citron vodka. C'est très bon. Ah oui. On la met au sel pendant 1 heure avant. Citron vodka. Je vous donne le truc. Je sais pas. Voilà, c'est excellent. On peut la mettre dans du vinaigre de cidre, également vinaigre de cidre, un petit peu de sel, du sucre, un petit peu d'herbe, voilà. Et c'est très bon. Et autrefois, les marins faisaient une bouilliture de sardines. C'est-à-dire, quand il fallait partager l'argent récolté par la sardine, souvent il y avait 2 parts pour le bateau, et c'était très bien équilibré. 2 parts pour le bateau, 1 part et demie pour le patron et 1 part pour les matelots. Et
Et donc tout le monde avait travaillé dans le même sens, quoi. Et donc ils allaient partager l'argent de la pêche et la sardine chez le Bougna, ou un des nombreux cafés, nombreux bars de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Voilà. Et donc, ils avaient fait bouillir avant, Bougna faisait bouillir de l'eau avec du poireau, des carottes, des poireaux, un petit coup de vin blanc de Brême pour relever un petit peu tout ça. Et quand tout était cuit, eux, ils balançaient une poignée de sardines dedans, un petit tour de bouillon, et ils mangeaient de la sardine juste cuite avec les légumes, ce qui leur permettait de boire un petit verre pour arroser le tout. Et ainsi naissaient les histoires. Donc, mon père, lui, faisait griller la sardine directement sur la flamme, avec une grille ajourée, et ça marche très bien, directement sur le gaz, un coup à l'endroit. C'est rapidement cuit. Hein. C'est rapidement cuit. On peut le faire cuire, bien sûr, au barbecue. Voilà, ou à la plancha. Oui. C'est très à la mode. Voilà, je vous fais confiance pour les méthodes de cuisson de sardines. Le plus simple, c'est le mieux. C'est toujours simple avec vous. Manger de la sardine, alors. Pour manger de la sardine, c'est très bon pour le mauvais cholestérol. Merci Jean-Pierre. Eh ben, Jean-Pierre appelle un autre Jean-Pierre, puisqu'on va passer de bouche à oreille avec des histoires de ciment. Oui, je l'ai dit en ouverture, hein. Cimenter son sol, c'était un luxe. Et voilà, monsieur Hyacinthe Troquier, qui est du Tablier, donc pas loin d'ici, se souvient, en 1940, le sol. Du ciment chez lui. On écoute. Et vous, quand vous avez commencé à devenir maçon, les sols des maisons, c'était encore en terre battue ou Il y en avait encore. Ouais. Puis il y en avait encore le ciment. Puis le ciment cassé de l'espèce. Alors, puis en pavé, le vieux pavé. Vous mettiez des pavés aussi? Ah non, pas fait pavé, non. Vous les avez laissés en terre battue certaines alors? Ah non, ah oui, c'est les machines qui étaient battues. Oui. Ah non, on commençait à les carreler pareil. On les mettait au ciment. Juste au ciment. Mais on ne carrelait pas, non, avec au ciment. Moi, j'ai carrelé après. Voilà. Oui, vous mettiez une dalle en béton, quoi. Oui, une dalle en béton. En ciment. Oui, en ciment. C'était plus propre que la terre, quoi. Oui. Quand les images d'aujourd'hui croisent celles d'hier. Oui, c'était intéressant. Alors, le deuxième témoignage, donc, c'est l'usage du béton à outrance avec la construction d'ouvrages publics indispensables. Et là, on va voir la construction du barrage de Mervan. Donc, on est en 1955. Et là, ça coule à flot. Ça donne, hein, ça donne. On écoute. Cet ouvrage est coulé par bloc de 10 à 12 mètres de longueur, de façon à permettre au béton d'effectuer son retrait lors de sa prise. Plus tard, on coule des cordons en matière plastique dans les rainures. Pour assurer l'étanchéité du rocher sous-jacent, on a réalisé des injections de l'étance de ciment, jusqu'à 12 mètres au-dessous des fondations, par 250 forages qui ont absorbé près de 40 tonnes de ciment. Enfin, une dernière série d'injections fut exécutée pour assurer le coulage du béton sur le rocher. Pour l'instant, le béton est amené à pied d'œuvre. Ah ouais, très belles images. Les conditions n'ont rien à voir aujourd'hui, j'imagine. Non, les conditions ont bien changé, mais c'est là où on se rend compte aussi que globalement, même si le béton peut être décrié de par en fait ses émissions de CO2, il a quand même rendu un fier service à l'humanité en règle générale depuis quand même maintenant des dizaines, des centaines d'années, avec toute la construction des ouvrages, barrages, les hôpitaux, les écoles, les maisons, etc. Donc voilà, il faut aussi, je dirais, bien avoir ça à l'esprit et reconnaître si vous voulez, le rôle de ce béton depuis maintenant des dizaines d'années. Nous, on s'efforce à le rendre plus vertueux, moins polluant, avec un ciment, mais un ciment plus
plus green, qui se produit différemment du ciment traditionnel. Parce que quand vous faites 1 mètre cube de béton, qu'est-ce qui représente 95% des émissions de CO2 de ce mètre cube de béton? C'est le ciment qui est contenu dans le béton. C'est pas les granulats, c'est pas l'eau, etc. C'est le liant, en fait. Voilà. Donc nous, on agit directement sur le liant. Voilà. Parce que demain, on parle beaucoup de la construction aussi, en règle générale à l'heure actuelle, construction en bois, la construction en béton, la construction... Voilà. Donc nous, on prône la mixité des matériaux sur la construction des logements, des immeubles, des maisons. Et le béton devra être utilisé pour faire les fondations, pour faire tout un tas d'applicatifs sur les ouvrages. Donc on aura besoin, et on aura toujours besoin de ce béton. Donc rendons-le plus vertueux et moins polluant. Il y a urgence climatique. Il y a une urgence climatique avec aussi des engagements qui ont été pris par la France, par l'Europe, par le monde pour 2030, 2050. Donc si on veut atteindre ces objectifs d'ici, on va dire d'ici 9 ans, c'est demain matin, il faut agir dès maintenant. Voilà. Et c'est ce que vous faites. Et c'est ce que l'on fait avec Hoffman Green à notre niveau. Mais c'est qu'un début. Donc on espère se déployer, se développer encore rapidement dans les prochaines années. Rendez-vous dans quelques années. Avec plaisir. Pour suivre cette belle histoire. Avec Merci plaisir. beaucoup Julien Blanchard. Merci beaucoup. Merci les Jean-Pierre. Et puis on va se dire à Bétou. À Bétou. À Bétou.